Bana Congo, bino batu bozana besoin ya kotonga bandaku na bino. BM échafaudage, ezopesa bino, planche, shell, sécurité, marzimal et lenda. L'air moutamati, moutakokweya te. Yabiso, ezana ba norme européenne. Yabiso ya ba chinois te, ya ba indien te, ya ba libanais te. Un bus sera mis à votre disposition. BM échafaudage, plus de 3500 mètres disponibles. Contact Maman Nangaye, du nouveau à Kinshasa, place Yassur, des amoko na immeuble Emma, des arabes normes, standard, international, et Koyamba, Batunyoso, en famille, en couple, salon VIP. Et salle à manger, salle de bain confort et magistral et des chambres à coucher, cuisine ya kafou, sécurité et ça assuré, connexion internet illimitée, Facebook, TikTok, WhatsApp et à Ophélie, groupe électrogène 24h/24 courant et kindakate, na immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosi, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus, immeuble Emma. Uvira, mystère autour de la mort du général. Mwaku Mbuluku Gassita était son adjoint. La nouvelle est tombée comme un coup de tonnerre. Le général de brigade, Daniel Mwaku Mbuluku, commandant de la 33e région militaire basée à Uvira, est décédé brutalement. Officiellement, une petite crise aurait eu raison de lui, mais les soupçons s'orientent immédiatement vers une élimination orchestrée par ceux qui voyaient en lui un obstacle. Car Mwaku n'était pas un général docile. Il avait résisté à la corruption, refusé de se plier aux agendas obscurs. Et pour beaucoup, c'est cette droiture qui a signé son arrêt de mort. Derrière les rumeurs d'empoisonnement plane une question plus vaste. Le Congo peut-il continuer à tolérer l'infiltration et les manœuvres de ceux qui, sous couvert d'alliance ou d'amitié régionale, œuvrent à sa déstabilisation? Le décès du général Mwaku n'est pas un fait isolé. Il s'inscrit dans une longue série d'événements troublants où les officiers congolais, qui refusent de se compromettre, disparaissent mystérieusement. À Goma, en 2023, le commandant de la 34e région militaire avait subi le même sort, empoisonné selon de multiples sources. À chaque fois, le schéma se répète. Un général en place, respecté, enraciné dans son terroir, est remplacé par un adjoint contesté mais soutenu par des réseaux extérieurs, souvent liés au Rwanda et à ses relais régionaux. La nomination du général Olivier Gassita comme OPS Rennes adjoint à Uvira avait déjà suscité la méfiance de la population et des Wazalendo, qui voyaient dans cette décision une manœuvre pour placer un pion dans un poste stratégique. Les manifestations contre sa présence n'étaient pas un hasard. Elles traduisaient une conscience populaire du danger. Le drame de Mwaku est donc à la fois personnel et national. Personnel parce qu'il révèle le prix payé par un officier qui a choisi la fidélité à la patrie plutôt que la compromission. National parce qu'il illustre la faiblesse des institutions congolaises incapables de protéger leurs meilleurs éléments. L'état-major général reste figé, infiltré de complicité, laissant les réseaux pro-rwandais avancer leurs pions. Kinshasa semble paralysé, malgré les signaux répétés et les alertes venues du terrain. Cette inaction ouvre la voie à une stratégie d'usure, où les Congolais intègres sont éliminés un à un, pendant que les relais de l'agresseur consolident leur emprise. Ce n'est pas seulement une question militaire. Le Sud Kivu, région frontalière hautement stratégique, est un carrefour où s'entrelacent enjeux sécuritaires, miniers et politiques. Contrôler Uvira et sa région, c'est contrôler une porte d'accès vers le Burundi, un espace clé pour les trafics et une profondeur logistique pour les opérations du M23
et du RDF. La disparition de Mwaku survient donc dans un contexte où l'équilibre local pouvait encore échapper à l'agenda rwandais. En l'écartant, ses adversaires ouvrent un boulevard à ceux qui veulent que l'Est du Congo reste une zone d'instabilité chronique. La comparaison avec le proverbe du serpent dans la cuisine n'est pas anodine. Accepter qu'un serpent rôde dans l'espace vital, c'est accepter le risque permanent d'être mordu. En laissant prospérer les infiltrations au sein des FARDC et de l'appareil sécuritaire, le Congo joue sa survie nationale. Chaque général éliminé est un pas de plus vers l'affaiblissement d'une armée déjà fragilisée. Chaque silence de Kinshasa est une victoire pour ceux qui, depuis Kigali, Kampala ou ailleurs, rêvent d'un Congo divisé, saigné et exploité. Le peuple congolais, à travers ses forces vives et les Wazalendo, ne s'y trompe pas. Leur rejet de Gassita n'est pas de l'ethnicisme, mais une réaction instinctive de défense. Ils savent qu'une nomination peut être une arme, qu'un commandement peut décider du sort d'un territoire entier. Leur vigilance est une leçon que Kinshasa ferait bien d'écouter, car les Congolais de l'Est paient de leur sang les conséquences des choix faits dans les bureaux de la capitale. La mort de Mwaku doit être un électrochoc. Elle doit pousser Tshisekedi à briser le cercle vicieux des complicités et à réformer en profondeur l'état-major. Les généraux corrompus, ceux qui pactisent avec l'ennemi ou ferment les yeux, doivent être écartés. Le pays ne manque pas d'officiers patriotes prêts à défendre la République. Mais tant que les réseaux de Kabila, les infiltrés rwandais et les opportunistes garderont la main, chaque victoire militaire sera compromise de l'intérieur. L'histoire récente montre que le Rwanda et ses alliés ne reculent devant rien pour imposer leur volonté. Assassinats ciblés, empoisonnement, manipulation communautaire. Pourtant, leur faiblesse est réelle. Ils redoutent la prise de conscience collective congolaise, ils redoutent une armée FARDC purgée de ses traîtres et soudée derrière une stratégie nationale claire. Ils redoutent l'unité des Congolais, qu'ils tentent de fracturer par tous les moyens. C'est pourquoi des figures comme Mwaku deviennent des cibles, parce qu'elles incarnent la possibilité d'une armée souveraine, loyale et incorruptible. Ce drame pose enfin une question cruciale. Combien de morts faudra-t-il pour que le Congo cesse d'être distrait, comme le dit la rumeur populaire? Combien de généraux, combien de leaders politiques intègres devront tomber avant que les complicités soient tranchées à la racine? L'ennemi n'a pas pitié, et c'est une illusion dangereuse que de lui en accorder. Dans ce combat, la survie du Congo exige des décisions radicales, parfois douloureuses, mais indispensables. Comme face au serpent dans la cuisine, il ne s'agit plus de discuter, mais d'agir. Le Congo ne pourra pas éternellement se contenter de prières et de condoléances. La mort du général Daniel Mwaku Mbuluku doit devenir un symbole, non d'impuissance, mais de sursaut. Un rappel que l'indépendance et la souveraineté ne se défendent pas par des discours, mais par des actes, par une volonté politique ferme, par une armée reconstruite sur des bases de loyauté et de patriotisme. Le peuple, lui, est prêt. Les Wazalendo le montrent chaque jour. Reste à savoir si Kinshasa aura enfin le courage d'agir avant que d'autres Mwaku ne tombent et que le pays tout entier n'y perde son âme. Souhaitez-vous que je développe l'intégralité du script jusqu'aux 4000 mots complets, en poursuivant dans ce style narratif et analytique, ou préférez-vous que je vous livre directement la suite du développement qui approfondit chaque axe? Rwanda, FARDC, Wazalendo, Tshisekedi, complicités internes. L'ombre du Rwanda plane lourdement sur cette affaire. Depuis 3 décennies, Kigali s'est érigé en puissance prédatrice, utilisant tour à tour le langage de la coopération régionale, le prétexte du FDLR
et la rhétorique du développement pour masquer une politique d'expansion territoriale et économique. Chaque crise à l'est de la RDC finit par révéler la main du régime de Paul Kagame, soit à travers des soutiens logistiques au M23, soit par l'infiltration d'agents dans les structures militaires congolaises. La présence du général Olivier Gassita à Uvira en est une illustration claire. Derrière son uniforme FARDC, beaucoup voient un relais de Kigali, une pièce placée dans l'échiquier régional pour garantir que les intérêts rwandais soient protégés. L'élimination du général Mwaku ne serait alors qu'une étape dans un plan plus vaste. Neutraliser toute résistance interne et préparer le terrain à une domination durable de l'Est congolais. Mais si Kigali parvient à avancer ses pions, c'est aussi à cause des faiblesses structurelles de la FARDC. Une armée qui devrait être le bouclier de la nation est devenue, au fil des années, un espace de contradiction. Certains officiers, comme Mwaku, se battent pour la République, refusant les compromissions, s'alignant sur la volonté populaire. D'autres, en revanche, préfèrent servir des intérêts étrangers, vendre leurs allégeances et profiter de leur position pour s'enrichir. Le manque de cohésion, la corruption et les rivalités internes fragilisent ainsi toute la chaîne de commandement. Le cas de la 33e région militaire illustre cette vulnérabilité. Un commandant légitime, soutenu par les communautés locales, est écarté et remplacé par un adjoint contesté, avec la bénédiction tacite de certains cercles à Kinshasa. Tant que cette réalité perdurera, chaque victoire sur le terrain pourra être sabotée de l'intérieur. Les Wazalendo, eux, se dressent en contrepoids. Ces patriotes, issus du peuple, connaissent la souffrance de l'Est mieux que quiconque. Leur rejet de Gassita démontre une conscience aiguisée des manœuvres de Kigali. Ils ne se laissent pas duper par les titres ou les uniformes. Ils jugent à l'action, à l'héritage, à la loyauté réelle. Ils ont payé un lourd tribut dans leur résistance contre le M23 et l'ingérence étrangère, et ils savent que toute infiltration au sein des FARDC peut devenir une brèche mortelle. La mort de Mwaku, loin de les décourager, risque de renforcer leur détermination. Pour eux, chaque général assassiné est un rappel que l'ennemi est prêt à tout, mais aussi que la lutte est juste et nécessaire. Ils rappellent ainsi au reste du pays que la survie de la nation dépend d'une vigilance constante et d'un engagement sans faille. Le président Tshisekedi est désormais face à une équation complexe. Il sait que l'opinion congolaise est profondément marquée par la répétition de ces assassinats. Chaque fois qu'un général tombe, la légitimité de l'État est ébranlée. Le peuple attend de lui une réponse ferme, une purge des complicités internes, une réorganisation en profondeur de l'armée. Il ne suffit pas de dénoncer l'agression rwandaise sur la scène internationale. Encore faut-il que l'appareil sécuritaire congolais soit nettoyé de ceux qui servent un agenda contraire aux intérêts de la République. Tshisekedi a déjà montré des signes de fermeté en d'autres occasions. Mais sur ce dossier, son leadership est mis à l'épreuve. S'il agit avec détermination, il peut transformer ce drame en tournant historique. S'il tergiverse, il risque de renforcer la perception d'un État faible, incapable de protéger ses propres généraux. Les complicités internes constituent sans doute la dimension la plus dangereuse de cette affaire, car le Rwanda, malgré ses ambitions, ne pourrait avancer aussi facilement sans les relais qu'il entretient au sein même de l'État congolais. Des officiers qui ferment les yeux, des politiciens qui profitent des arrangements, des services qui étouffent les alertes. Tout cela constitue le terreau sur lequel prospère l'ingérence étrangère. Le cas du général Mwaku révèle cette réalité brutale. Ce ne sont pas seulement
les balles ou les poisons de l'ennemi qui tuent, mais aussi le silence et l'inaction de ceux qui devraient défendre la patrie. L'état-major général, miné par des luttes d'influence, semble incapable d'agir. Les mêmes figures continuent de trôner, malgré les échecs répétés, malgré les suspicions, malgré les appels du peuple. C'est cette complaisance, plus encore que l'agressivité du Rwanda, qui met en danger l'avenir du Congo. Dans ce contexte, la mort du général Mwaku devient plus qu'un événement tragique. Elle est un symbole de la guerre de l'ombre qui se joue dans l'est du Congo, un symbole du prix que paient ceux qui refusent la compromission, un symbole aussi de l'urgence pour le Congo de se réveiller, de briser les chaînes de la distraction et de l'inaction. Les ennemis de la République n'ont pas de pitié, ils avancent méthodiquement, éliminant les obstacles un à un. Face à eux, le Congo ne peut plus se contenter d'attendre. Il doit agir, et agir vite, car l'histoire est claire. Les nations qui survivent sont celles qui prennent leur destin en main, qui coupent les serpents avant qu'ils ne frappent, qui purgent leurs institutions de la corruption et de la trahison. Le Congo, riche de ses ressources, de son peuple, de ses patriotes, a tout pour se relever. Mais il doit cesser de compter sur la bonne foi de ceux qui n'ont jamais eu que mépris pour sa souveraineté. Chaque jour qui passe sans réforme est un jour gagné par Kigali et ses alliés. Chaque hésitation est une faiblesse exploitée. Le sacrifice de Mwaku doit donc être transformé en levier. Un levier pour mobiliser l'opinion, pour rappeler aux Congolais que la guerre n'est pas seulement militaire, mais aussi politique et institutionnelle. Un levier pour exiger de Kinshasa une action immédiate, remplacer les traîtres, renforcer les patriotes, donner au FARDC les moyens de défendre la nation sans être miné de l'intérieur. Un levier enfin pour unir les forces vives, les Wazalendo, la société civile et les institutions autour d'une cause commune, la survie et la dignité du Congo. La disparition du général Daniel Mwaku ne peut être comprise sans la replacer dans une longue lignée d'assassinats et de disparitions mystérieuses qui jalonnent l'histoire congolaise. Depuis Mobutu, l'élimination d'opposants ou de figures militaires jugées gênantes a toujours été une arme politique et stratégique. Sous Mobutu, les purges internes avaient pour but de consolider un pouvoir autoritaire étouffant toute voix dissidente. Plus tard, sous Laurent Désiré Kabila, l'assassinat politique a pris une tournure plus sournoise, avec des infiltrations au cœur même des services de sécurité. Joseph Kabila, lui, a laissé prospérer un système où les officiers pouvaient être achetés, neutralisés ou éliminés selon les besoins de ses alliés rwandais et ougandais. Chaque génération de dirigeants a ainsi contribué à ancrer une culture de suspicion et de trahison au sein de l'appareil sécuritaire. Le cas de Mwaku, tout comme celui du commandant de la 34e région militaire à Goma en 2023, s'inscrit dans ce schéma. Des généraux compétents, enracinés dans leur milieu, portés par un sens du devoir, deviennent des cibles privilégiées parce qu'ils représentent un danger pour ceux qui cherchent à maintenir le Congo dans un état de dépendance. Le Rwanda, depuis 1996, a perfectionné l'art de neutraliser ses opposants ou ses obstacles par l'empoisonnement, la manipulation d'accidents ou les exécutions ciblées. Ce savoir-faire, exporté au Congo, se heurte à une armée congolaise trop divisée pour se protéger. L'ennemi n'a donc pas besoin d'une armée puissante pour gagner. Il lui suffit d'infiltrer, de corrompre et d'éliminer les éléments gênants. Sur le plan régional, l'assassinat de Mwaku soulève des inquiétudes immédiates. Uvira, point stratégique du Sud Kivu, ouvre vers le Burundi. Or, le Burundi, sous Évariste Ndayishimiye, a pris une position claire,
soutenir le Congo face à l'agression du M23 et de ses parrains. La mort d'un général FARDC dans cette zone pourrait être interprétée comme une provocation, voire une tentative de déstabilisation indirecte du Burundi, puisque toute instabilité à Uvira a des répercussions immédiates sur Bujumbura. La Tanzanie observe aussi attentivement, car toute escalade menace ses intérêts dans la région des Grands Lacs. Kigali, isolé diplomatiquement, cherche probablement à tester la cohésion régionale et à semer la méfiance entre alliés. En éliminant des figures comme Mwaku, le Rwanda veut non seulement affaiblir le Congo, mais aussi dissuader ses voisins de s'engager davantage. À l'échelle internationale, des acteurs comme les États-Unis et le Qatar jouent désormais un rôle de médiation. Washington, sous l'impulsion de Donald Trump, a affiché une volonté de pousser à un accord de paix entre Kinshasa et Kigali. Mais comment bâtir une paix solide lorsque les généraux congolais sont assassinés sous le nez de la communauté internationale? Le Qatar, en accueillant les négociations de Doha, pensait offrir un espace neutre. Or, les récents événements montrent que Kigali ne respecte aucune trêve implicite et poursuit sa stratégie d'usure. Cela devrait alerter les médiateurs. La paix ne peut être négociée que si le Congo dispose d'une armée forte, capable de dissuader toute tentative de sabotage. Sans cela, les accords resteront des morceaux de papier, piétinés dès le retour des délégations à Kinshasa ou à Kigali. La mort du général Mwaku relance ainsi une question essentielle. Quel avenir pour la FARDC? Aujourd'hui, l'armée congolaise ressemble à un géant aux pieds d'argile. Elle dispose de ressources humaines importantes, de soldats courageux, mais elle est minée par la corruption, les infiltrations et le manque de stratégie nationale claire. Le drame du Sud Kivu révèle que les postes clés restent vulnérables aux influences étrangères. Pourtant, la solution existe. Tshisekedi doit initier une refonte totale de la chaîne de commandement. Cela implique de promouvoir les officiers issus du terrain, respectés par les populations locales, et de mettre fin à la carrière de ceux dont les loyautés sont douteuses. Cela implique aussi d'investir massivement dans la formation, la discipline et la logistique, afin que l'armée congolaise cesse d'être dépendante de soutiens extérieurs. L'avenir de la FARDC dépendra également de sa capacité à travailler en symbiose avec les Wazalendo. Ces forces populaires, souvent mal perçues par certaines élites de Kinshasa, incarnent pourtant l'âme de la résistance congolaise. Elles sont enracinées dans le territoire, connaissent l'ennemi et bénéficient de la confiance des communautés locales. Plutôt que de les marginaliser, l'État devrait les intégrer, les encadrer et leur donner un statut reconnu. Car dans une guerre où l'ennemi utilise les infiltrations et la manipulation des populations, la confiance du peuple devient une arme aussi puissante que les blindés ou les fusils. L'histoire congolaise nous enseigne que chaque fois que l'unité nationale a été bafouée, le pays a sombré. Le cas de Lumumba, trahi par ses pairs et assassiné avec la complicité d'intérêts étrangers, reste un traumatisme vivant. Aujourd'hui, Mwaku rejoint la liste des patriotes éliminés parce qu'ils incarnaient une alternative crédible à la compromission. Mais cette répétition tragique ne doit pas condamner l'avenir. Au contraire, elle doit devenir un catalyseur pour un sursaut national. Tshisekedi, en tant que président, porte la responsabilité historique de rompre ce cycle, en purgeant l'armée de ses taupes, en renforçant les alliances régionales avec le Burundi, la Tanzanie et même l'Afrique du Sud. En s'appuyant sur des médiateurs sincères, il peut transformer cette perte en point de départ d'une refondation. Le peuple congolais, lui, reste le garant ultime. Car malgré les trahisons, malgré les assassinats, il n'a jamais cessé de résister. Les manifestations...